Bonjour à tous déjà merci de nous avoir permis de prendre la parole aujourd'hui. Donc en fait on va vous présenter les challenges de la scolarité. D'abord je vais faire une petite parenthèse un petit peu sur l'association pour ceux qui la connaissent pas bien. Donc en fait on est une association de parents, on s'est créé en fin 2012 donc pour principalement accompagner les familles entre autres. Donc notamment en leur envoyant des petites valisettes ou baluchons avec des livrets contenant des fascicules qu'on a créés justement au début de la création de l'association, donc avec des idées de jeux et d'activités à faire avec les enfants tout petits. Et donc plus récemment, on a fait un catalogue d'idées pour compléter justement tout ça, parce que maintenant on se retrouve avec des enfants qui sont plus grands, donc parce que nos premiers le pointeur, il est là. Donc ça, en fait, c'était vraiment conçu au début de l'association, quand il n'y avait pas encore de thérapie innovante. Donc les enfants étaient vraiment tout petits. C'est plus eux qu'on visait à ce moment-là. Et donc là, on a un livret avec des idées de jeux pour des enfants après 1 an. Donc ça, c'est plus récent. Et donc on a aussi créé 2 ouvrages pour les fratries. Donc les grands yeux de mon petit frère. Donc on va parler là justement, on va s'adresser à des enfants, à des frères et sœurs. Jusqu'à 3-4 ans. Et puis une bande dessinée pour les enfants un petit peu plus grands. Donc dans mon cœur vit une étoile. On aimerait bien initier d'autres parents pour recréer d'autres ouvrages, plus pour parler des enfants traités, parce que maintenant on est dedans, voilà, c'est toujours le temps qui manque pour ça, mais ça va se faire. Il faut qu'on arrive à constituer une bonne équipe pour ça. Donc n'hésitez pas à parler de nous si vous avez des patients pour qu'on leur envoie justement tout ça. Voilà, c'est voilà, la valisette, le baluchon, l'aire de jeu adapté, donc avec des petites manchettes pour suspendre les bras, etc. Donc tout ça c'est gratuit pour les familles, il n'y a pas besoin d'être adhérent. Donc n'hésitez pas à leur en parler pour qu'on leur envoie tout ça. Selon l'âge, en fait, ils ont la valisette ou le baluchon. Et puis on organise aussi pour les familles endeuillées tous les ans un week-end des familles où on se rencontre, où on fait intervenir une psychologue, Coralie Gonin, qui vous la connaissez peut-être, elle a été un moment à l'hôpital Necker et maintenant elle est au service génétique du CHU de Nantes. Donc voilà, maintenant je vais donner la parole à Madi, donc, qui est la maman d'Arsène de l'hôpital de Garches. Bonjour à tous, je remercie l'association ECLAS de m'avoir invité à participer aux entretiens annuels de Garches. Donc effectivement, je vais vous parler du challenge de la scolarité, mais avant, je souhaiterais ouvrir une petite parenthèse. Sur les 2 jours que nous avons passés ensemble, nous avons eu la chance d'avoir accès à vos connaissances, d'avoir accès aux différentes prises en charge des patients atteints d'amyotrophie spinale. C'est une chance que nos patients soient soignés en France et qu'on a affaire à des professionnels qui sont passionnés, qui se donnent vraiment à fond dans leur domaine. Mais je me désole de ne pas avoir de diététicien, de nutritionniste, que sur le plan de la nutrition, il n'y ait pas de réelle prise en charge. Je suis heureuse de voir qu'il y a certains intervenants qui ont commencé à parler de la problématique de la nutrition. Dans des revues scientifiques telles que eBiomédecine, on commence à avoir des analyses, des études sur la nutrition pour les patients atteints d'amyotrophie spinale. Donc c'est des modèles murins à l'heure actuelle. Mais effectivement, il y aurait un allongement de l'espérance de vie sans le nusinersen et une préservation musculaire. Je pense qu'il serait bien que la France se donne les moyens de développer ce domaine et que ça ne soit pas encore une fois l'étranger qui... On est le pays de la gastronomie quand même, donc autant que ça se fasse. Voilà, je ferme la parenthèse. L'étude, elle est sous le numéro 226-242. Donc j'envoie une bouteille à la mer, mais peut-être que quelqu'un, effectivement, pourra se pencher dessus avec le cerveau d'un scientifique. Ça sera mieux. Oui, alors non, parce que je tousse. Donc du coup, j'ai peur de contaminer les autres. Alors, le challenge de la scolarité. Donc, le challenge de la scolarité, donc, déjà, le terme challenge est issu du latin calomnia. Calomnia, c'est les accusations. À l'époque, dans l'ancien français, c'était l'action en justice. Donc, de par le titre, après, avec l'évolution de la langue française, c'est devenu un défi.
Donc de par le titre, on peut voir que c'est vraiment pas du tout un long fleuve tranquille pour l'entourage d'un patient atteint d'amyotrophie spinale, que ça soit ses parents, que ça soit le corps enseignant ou le corps médical. Effectivement, il y a des lourdeurs administratives, il y a pour le coup, c'est vrai que ça demande effectivement, c'est un challenge pour l'adaptation, mais effectivement aussi pour l'inclusion d'une personne atteinte d'amyotrophie spinale, mais on peut parler aussi d'une personne atteinte porteur d'un handicap moteur. Pourtant, le droit à l'éducation, c'est un... Alors, tu peux changer ? Pardon. Alors, dans ma première partie, j'ai mis qu'en France, une scolarisation à double vitesse, parce qu'effectivement, au niveau législatif, nous avons tous les instruments nécessaires pour scolariser au mieux une personne atteinte d'un handicap, mais pourtant, dans la réalité, sur le terrain, il y a un manque évident de moyens, où le chef de l'État a essayé d'y répondre pendant son quinquennat. Et donc, pendant la deuxième partie, ce qui m'amène à la deuxième partie, où ce challenge reste perpétuel, parce que surtout avec les nouvelles thérapies, on voit que l'amyotrophie spinale n'a pas le même impact sur un enfant qui a eu la thérapie génique avant les symptômes, un enfant qui a été traité et qui a été diagnostiqué à 6 mois. On n'a plus du tout la même évolution de la maladie. Et donc, effectivement, on peut même, vous, en tant que professionnel de la santé, vous ne pouvez pas anticiper les effets des thérapies innovantes sur une personne atteinte d'amyotrophie spinale. Tu peux changer ? Donc là, c'est du droit. Mais ne vous inquiétez pas, après, il y aura des tableaux avec des chiffres. Mais le droit, c'est bien, de temps en temps, de rappeler. Donc effectivement, le droit à l'éducation, c'est un droit à valeur constitutionnelle. C'est dans l'article 13 de la Constitution de 1946. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à valeur constitutionnelle ? Ça veut dire que ça s'impose au législateur. Aucune loi ne peut contredire ce droit. Ça a aussi une dimension universelle. En effet, c'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, dans l'article 26. Donc effectivement, c'est de manière internationale. Et depuis la loi de 1975, on parle d'inclusion scolaire. Effectivement, avant, il n'y avait pas ce terme d'inclusion scolaire, malgré que le droit à l'éducation était vraiment admis dans le droit français et dans le droit international. Alors, j'aime bien faire des citations, parce que des fois, les mots me manquent, et je pense que par les citations, on peut vraiment expliquer la conception du sujet, enfin le traitement du sujet. C'est Alfred Sauvy, c'est un économiste du XXe siècle, qui disait bien informés, les hommes sont des citoyens, mal informés, ils deviennent des sujets. Alfred Sauvy, c'est le précurseur dans la notion du tiers-monde. Pour lui, il y avait 3 mondes et une planète. Je dirais qu'il y en a 4, qu'il y a 4 mondes, parce que l'handicap est un monde à lui tout seul. Et effectivement, des fois, on a du mal à le comprendre et à l'intégrer dans notre monde de nous, personnes valides. Alors, donc effectivement, pour une scolarisation à double vitesse, il y a la circulaire de... non, ça c'était avant. Ouais. Pardon. Ça, c'est la circulaire de 91 qui a mis en place qui a créé des classes d'intégration scolaire où il y avait 12 élèves et effectivement, il y avait un temps d'adaptation dans des écoles lambda, enfin ordinaires, pardon. Après, il y a eu la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Donc, il a créé des maisons départementales des personnes handicapées qui sont là, effectivement, pour accompagner au mieux les élèves, leurs familles et répondre, effectivement, à un plan de scolarisation avec les trois piliers qui sont l'accessibilité générale, la participation à la citoyenneté et le droit à la compensation. Ces principes qui sont garantis depuis 2006, depuis que la Convention relative aux droits des personnes handicapées a affirmé le droit à l'éducation pour les personnes handicapées. La conséquence de cette législation favorable à la scolarisation, à l'inclusion en milieu scolaire, c'est que entre 2005 et 2010, il y a eu 33% de plus de personnes porteurs de handicap scolarisées en milieu ordinaire. Entre 2019 et 2020, il y a eu une augmentation de 7%. À ce jour, il y a 400 000 enfants
qui sont scolarisés. Alors, on va faire comme la Covid, on peut discuter de tout sauf des chiffres. Il y a 3% de la population scolaire, ça représente à peu près 3% de la population scolaire, et pourtant, enfin déjà en 99, il n'y avait que 50 000 enfants qui étaient scolarisés, et pourtant on est à 100 000 AESH. Voilà, donc voilà le tableau. Donc effectivement, il y a très peu d'accompagnants qui sont la plupart en temps partiel, qui ne sont pas remplacés, parce qu'il y a fait, pourtant c'est quand même un des budgets que où l'État dépense le plus, ce sont les accompagnants, les enseignants spécialisés, les structures scolaires, et pourtant effectivement on a une grosse pénurie d'accompagnants pour les personnes qui devraient accompagner dans le milieu scolaire les personnes à porteurs de handicap. Et les demandes des familles au sein de la maison départementale des personnes handicapées, c'est un minimum de 4 mois de traitement de dossier, ce qui veut dire que c'est quand même énorme au niveau du temps. Pareil pour les IEM ou les IME, où il y a un manque de personnel médical. Des fois, il n'y a pas de kinésithérapeute, il n'y a pas d'ergothérapeute. C'est assez compliqué de faire en sorte que le patient reste élève ou que l'élève reste patient. C'est quand même compliqué de pouvoir mettre en place ces deux statuts au sein d'un établissement scolaire ou d'un établissement médical. Et effectivement, pour pallier à ça, il y a eu une mise en place des... tu peux changer, s'il te plaît. Merci, voilà. Il y a une solution récente qui est le pôle inclusif d'accompagnement localisé. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est au niveau départemental. On a un service départemental qui va un peu se substituer à la maison départementale des personnes handicapées. Ça va être un peu décentralisé, au plus proche des élèves et au plus proche des familles pour répondre à leurs besoins. Et ils ont 24 heures pour répondre. 24 heures pour donner une solution à un enfant ou un adolescent qui n'arrive pas à avoir sa scolarité, avoir une scolarité normale, voilà, on peut dire. Et donc, au cours, donc ça c'est les chiffres, il y a 2449 PIAL ont été créés dans l'enseignement public, 116 PIAL dans l'enseignement privé sous contrat et 1357 PIAL mixtes en 2019-2020. Donc bon, on n'a pas... Avec le temps, c'est assez récent, donc on n'a pas de recul sur le traitement des dossiers, sur les solutions qui ont été apportées à toutes les familles et à toutes les équipes qui entourent la personne concernée. Mais je pense qu'effectivement, c'est une solution ambitieuse et qui peut régler beaucoup de problématiques dans notre monde un peu incohérent. Voilà. Donc, alors après, j'ai fait une conclusion. Vas-y, tu peux changer ? Alors, j'ai fait une conclusion, mais c'est plus une ouverture sur le fait que la scolarité d'une personne atteinte d'amyotrophie spinale est effectivement inclusive au niveau législatif, mais reste, en prenant la singularité de chacun, le challenge perdure dans le sens où chaque cas est différent. Chaque personne répond à des besoins spécifiques, a besoin de réponses spécifiques et a besoin vraiment d'accompagnement. Et à l'heure actuelle, il manque énormément d'accompagnement. AVS, AESH, c'est très compliqué d'en avoir et c'est très compliqué d'assurer tout le long de l'année scolaire un accompagnement digne de ce nom. Et donc, même si le gouvernement souhaite répondre à ces problématiques dans leur projet pour nous, en tant que personnes concernées, il reste quand même les études supérieures. Et d'après les intervenants d'hier, on peut croire que nos patients atteints d'amyotrophie spinale sont plus intelligents que la moyenne. Donc ça vaut le coup de miser sur eux pour faire évoluer la société. Et il y a 3 auteurs vraiment qui m'ont bouleversée dans leur témoignage concernant les études supérieures. Il y a le regretté Jean-Christophe Parisot de Bayard, qui était sous-préfet, qui, de par son œuvre Le préfet des autres, a montré sa détermination de vouloir intégrer dans la société des personnes valides, entre guillemets, et qui se considérait comme le premier tétraplégique
à être diplômé de Sciences Po. Pour l'anecdote, il suivait les cours de Sciences Po dans le couloir, dans un coin, parce que son fauteuil roulant ne passait pas. Mais il était déterminé et il a eu un très beau parcours universitaire et vraiment un très beau parcours professionnel. Et effectivement, il a aussi été l'initiateur du mouvement citoyen favorable à la participation des personnes en situation de handicap à la vie démocratique française. Après, il y a Monsieur Philippe Aubert qui s'est fait aider par son amie Sophie Jacquelin, qui est membre du Conseil national consultatif des personnes handicapées et dans son ouvrage « Rage d'exister », prône l'inclusion scolaire. En effet, il est invalide moteur cérébral athétosique et a toujours refusé que son existence soit résumée par ces 4 mots et a mené son premier combat pour le baccalauréat ainsi que son master 2 de sociologie politique et historique à l'université de Nanterre. Donc vraiment un très beau parcours aussi. Et nous avons Madame Lizzie Velasquez. Alors Madame Lizzie Velasquez est une conférencière qui a écrit un livre qui est magnifique. Je vous conseille de le lire. C'est « J'ai choisi la bienveillance ». Et elle souffre d'une maladie congénitale très rare, le syndrome d'apparence progéroïde et marfadoïde lipodystrophie. Et elle témoigne de par son physique, parce qu'elle a un physique très, 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 très atypique, à quel point elle a dû mener un combat pour être inclue dans les établissements scolaires. La petite anecdote rigolote, c'est qu'elle a fait partie des Pop-Home Girls. Donc voilà, donc c'était quand même, j'ai trouvé ça très bien. Et voilà, donc je vais finir par une autre citation, parce que je suis une juriste et que j'aime beaucoup les citations. C'est votre confrère, le professeur Gollet, Alain Gollet, qui disait que les patients n'ont ni tort ni raison, ils pensent différemment. Voilà, ce sera tout pour moi. Merci beaucoup. Je suis chef d'établissement, je dirige l'EREA Jacques Brel qui se trouve à l'intérieur de l'hôpital Raymond Poincaré à Gâches. Vous passez la grille, le grand bâtiment blanc qui est à gauche, c'est là. Alors, on fait rapide, je vais faire rapide, ne vous inquiétez pas. Historique, on est après la guerre, 1946, donc la population accueillie, des adolescents. Merci. Des adolescents, oui, j'ai oublié de cliquer sur... Des adolescents, ils ont la polio majoritairement. Un papa vient au chevet de son fils pour lui faire cours. Il fait cours aux copains du fils. Il amène ses amis instit parce qu'il y a un besoin. Voilà, le besoin se crée. Et au bout de quelques années, une école, voire 2 écoles vont se construire. Dans les années 90, la population a évolué, la population des patients accueillis a évolué et une décision politique est prise. On construit ce bâtiment sur le terrain APHP, avec la région Île-de-France, avec la ville de Paris, avec le département, voilà. Et l'éducation nationale, bien sûr. C'est très original parce qu'en fait, un EREA, il y en a 80 en France, ça accueille une population d'adolescents et la caractéristique, surtout, c'est d'avoir un internat. Donc, nous n'avons pas d'internat, déjà. On avance dans le temps, je ne vais pas vous apprendre que la médecine évolue et à l'école aussi on avance et l'école est obligatoire depuis quelques années à partir de 3 ans. On fait le cumul des deux et donc nous accueillons à l'EREA des élèves à partir de 3 ans jusqu'à 18 ans. Alors, dans l'hôpital, les services pédiatriques peuvent accueillir environ 120 patients enfants. Donc c'est ceux que je pourrais accueillir à l'école. On a aujourd'hui à peu près 75 élèves dans les murs, plus une file active d'une dizaine d'élèves de 3 ans à 18 ans qui vont être au chevet. Voilà, alors la forme administrative, c'est pas très intéressant. C'est un EPLE. En fait, je suis proviseur d'un lycée qui accueille des élèves de 3 ans à 10 ans. Je suis toujours un peu à côté des textes, à côté de tout, mais c'est pas grave. Alors, nous accueillons 2 types de populations. Des élèves qui dépendent du CRTLA, Centre de référence des troubles du langage, le docteur Schlumberger qui dirige le service. Donc on est dans les 10, dyslexiques, dysphasiques. S'ils arrivent chez nous, vous imaginez que c'est qu'ils sont pas mal.
Des élèves en rééducation fonctionnelle aux suites opératoires, ceux-là vous les connaissez. Ils vont venir pour soit en préopératoire, ensuite ils vont à Necker se faire opérer, ils reviennent chez nous. Ils vont être suivis par des professeurs du premier degré. Hein, j'ai une équipe de professeurs et j'ai dans mon équipe aussi des professeurs des seconds degrés et on fait à la demande en fait. Un élève arrive, il est en 6e, il va être là pour quelques mois, voilà, hop, les besoins qu'il a, on fait le lien avec son établissement d'origine et on construit un parcours complètement individualisé. Des élèves à l'ETUL, en réanimation et en service de rééducation post-réanimation, pour quelques semaines, quelques mois, quelques années. Ils viendront aussi, selon leur état, ils pourront aussi descendre à l'école. Voilà, physiquement, ils viendront à l'école. Ça fait quelques centaines de mètres pour venir chez nous, toujours accompagnés par des soignants. Alors, nos spécificités, un lien, un partenariat étroit avec les médecins, les soignants, les rééducateurs. En fait, notre originalité, c'est que les élèves vont pouvoir avoir toute leur rééducation concentrée sur les journées, sur les semaines. Donc c'est un ballet continuel de blouse blanche, de matin de 9h jusqu'à 16h30. Les rééducateurs viennent, kiné, ergo, ortho, psychomote, j'en ai oublié, kiné. Voilà. Donc l'intérêt, c'est qu'à 3 ans, vous imaginez aussi bien que moi, le petit loulou qui arrive, ils arrivent parfois en poussette, voilà, pas du tout bien installés. Et le travail va démarrer là, avec les ergots, là je vois Valérie. Il va falloir mettre ses élèves en position d'élève. Donc au début ça va être des morceaux de mousse un peu pour les bloquer dans des chaises et au fur et à mesure des mois, assez vite, ils vont avoir des coques, des sièges adaptés pour les mettre vraiment dans les meilleures conditions pour être élèves. Voilà, des adaptations pédagogiques et techniques dès la maternelle. Voilà, au niveau des joysticks, pour ceux qu'on va mettre sur des ordinateurs. Bon, je vais en parler après. Alors, j'ai la chance et l'honneur de diriger un centre de loisirs. Vous allez me dire, elle est gentille la dame, elle est proviseure, elle est contente de diriger un centre de loisirs. Le centre de loisirs, il est ouvert, je dis toujours 365 jours par an. Donc le mercredi, il accueille les mêmes élèves patients, voire des élèves qui ne viennent pas encore à l'école, mais ça peut être un SAS où ils vont être observés et on va pouvoir revoir l'évolution jusqu'à ce qu'ils soient prêts à venir à l'école. On les accueille jusqu'à 18 ans. Donc là, à partir de mercredi, on fait un 4e groupe d'ados de 15-18 ans, voilà, qui viendront dans les murs de l'EREA. Donc j'ai une équipe d'une 12aine d'animateurs. C'est unique en France parce que nous n'avons que des élèves dans le champ du handicap. Et donc c'est l'association des PEP 92 qui porte ce centre de loisirs. Et donc il y a des animateurs qui montent aussi le mercredi, le samedi, le dimanche, le 31 décembre, le 1er janvier, le 25 décembre, tous les jours. Il y a des animateurs qui vont monter au chevet, à l'ETUL. Voilà, c'est reconnu par les parents, c'est apprécié par tout le monde, par les soignants. Et je veux ajouter, je vous parlais de l'histoire. Il y a à Garches, dans l'hôpital Raymond Poincaré, il y a quelque chose qui est vraiment prégnant, enfin qui est vraiment important. Les médecins, pour tous les médecins, alors je pense au docteur Bergougnou, le responsable de la pédiatrie, mais pour tous les médecins, c'est évident que l'école et l'accueil de loisirs participent à l'évolution positive des patients. Quand on les voit sur quelques mois, on voit cette évolution. Les niveaux de classe, donc je vous disais, de 3 à 18 ans, en maternelle, on n'a que des élèves avec des handicaps moteurs. Dans les couloirs, il y a des coques, il y a des verticalisateurs, il y a des flèches, voilà. Donc les enfants changent de matériel pour aller en récréation, on les met dans des flèches, on les rentre en classe, ils vont être dans leur coque, voilà. Tout ça avec les soignants. Et en élémentaire, on va mélanger les troubles 10 et les troubles physiques. Des collégiens, des lycéens,
On passe ses examens aussi à l'EREA. On a eu un bac et un brevet l'année dernière. Alors, nous avons des enseignants spécialisés. Donc, ils sont professeurs et ils ont fait une année d'études supplémentaires pour être spécialisés. Ce qui fait aussi notre spécificité, c'est que nos petits loulous de 3 ans, ils ont des professeurs de lycée-collège en EPS, musique, arts plastiques. Bon, technologie, pas pour les petits. Ça apporte une richesse incroyable à notre enseignement. Je vous invite, et vous tapez REA, je vous invite tous à venir voir de vos yeux ce que c'est que cette richesse culturelle que nous pouvons apporter à nos élèves. Donc EPS, monsieur, je ne le vois plus, mais notre professeure d'EPS, elle va aussi au chevet, et pour elle, il n'y a rien d'impossible en fait. Hein, nos élèves font du golf, font du cheval, font du tennis, ils vont à la piscine, voilà. Alors, on a beaucoup de matériel informatique qui devient obsolète. Là, la région est venue faire le bilan et j'espère qu'ils vont vite venir nous apporter du nouveau matériel parce qu'on en utilise beaucoup. Ça, c'est pour le côté technologique. Et oui, bien sûr, l'EREA ne fonctionne pas si je n'ai pas mes 3 soignants à PHP. On ne fait rien sans leur autorisation. Voilà, les téléphones, voilà, ils sont toujours présents auprès de nous. On sort beaucoup aussi parce que comme on est un établissement du second degré, on a des camions. Donc la semaine dernière, une classe est partie à l'Élysée, au Sénat. Enfin, on n'a peur de rien en fait. Donc 3 classes de maternelle, 6 classes élémentaires. Excusez-moi, je vais vous demander d'accélérer un petit peu, s'il vous plaît. Okay. Donc voilà, une école, une classe à l'hôpital, des élèves suivis au chevet et une classe tremplin parce que ces petits élèves qui arrivent à 3 ans, ils ne sont pas forcément encore dans les apprentissages, ils vont peut-être mettre quelques années à y rentrer, ce qui n'est pas grave en soi. Donc on prévoit d'avoir un travail spécifique pour eux. Donc on reste en général 2 ans à l'EREA, c'est vraiment la moyenne. Les patients élèves qui sont dans les troubles moteurs risquent de rester plus longtemps parce que l'après-EREA est souvent difficile à mettre en place. Hein, IEM, même si c'est l'EREA Toulouse-Lautrec, c'est des hôpitaux aussi, Bullion, c'est vraiment pas facile. Donc on fait un gros travail sur l'orientation. À la MDPH, c'est nos meilleurs amis. Et j'ai terminé. Et donc j'étais très vite, mais je vous invite tous à venir visiter l'EREA Jacques Brel. Bon, merci beaucoup, mesdames, pour vos interventions.